Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Félix, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère Droit et je te laisse te présenter. Salut Anna, enchanté déjà. Très cool de m'inviter. J'aurais beaucoup aimé te rencontrer physiquement, ça aurait été plus sympa, je pense. L'expérience, ce podcast est pas vraiment du coup au rendez-vous, mais bon, c'est déjà très cool. Yes, je vais me présenter. Du coup, moi c'est Félix, j'ai 29 ans, je viens de Tours, j'ai étudié à Nantes. J'ai passé pas mal de temps à New York pour faire mes stages, et je vis à Paris depuis maintenant 5 ans. Je suis designer produit avec une forte appétence pour le design, enfin pour le produit pardon en général. Voilà, je travaille pour Lydia depuis toujours, j'ai envie de dire. J'ai vraiment grandi là-bas. J'ai rejoint Lydia juste après mon école en fait, et j'y suis toujours. J'ai touché à beaucoup de sujets, j'ai travaillé avec beaucoup de profils différents, sorti beaucoup de produits et de fonctionnalités. Et j'ai aussi souvent eu l'occasion en fait de sortir de mon scope purement design chez Lydia, en assurant notamment des sujets plutôt liés au product management. Donc à une expérience très variée jusqu'à là. Sinon, en parallèle, je suis aussi mentor avec The Design Crew, je sais pas si tu connais, une formation en 6 jours au product design. Voilà, l'idée c'est d'approfondir ses compétences. Donc voilà, je participe à quelques workshops et quelques cours. Voilà pour moi. À côté de ça, sinon, je suis plutôt fan d'architecture en général. Ça me passionne pas mal. Possible reconversion un jour, qui sait. Ça peut être pas mal. Sinon, je m'intéresse aussi au sujet de sciences cognitives, psychologie. J'ai vraiment ce besoin de comprendre l'humain, comment il pense pour derrière créer les bons produits en fait. Et donc ça me passionne pas mal. Je te rejoins sur le fait que la psychologie, c'est quand même une notion qui est au cœur du design. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Bah, je suis pas expert, loin de là. C'est juste quelque chose que j'ai en moi depuis que j'ai vraiment mis les mains dans le design. Où encore une fois, j'ai vraiment ce besoin de comprendre comment l'humain peut penser pour un maximum anticiper certains usages et encore une fois créer les bons produits en fonction de comment ils interagissent. Et donc ça passe par beaucoup d'observations en fait. Je regarde beaucoup comment les gens interagissent avec des interfaces, avec des produits. J'essaie de toujours anticiper les comportements. En fait, c'est drôle, mais je regarde les gens dans la rue et j'essaie d'anticiper ce qu'ils vont faire. Ça permet de travailler, moi, voilà, cette science un peu particulière pour que j'applique derrière sur le produit, en fait, dans les interfaces Lydia que je conçois. Mais c'est juste voilà, quelque chose sur le côté qui m'intéresse, mais loin de là, expert, il faut que je creuse. Est-ce que tu peux revenir sur tes expériences passées, notamment les différents stages à New York ? Ouais, bah alors les stages à New York, quand t'es étudiant, moi je voulais absolument partir pour vivre une aventure assez cool, loin. Maîtriser l'anglais, en fait, je parlais pas un mot d'anglais et j'ai débarqué à New York comme ça, j'ai trouvé un stage en faisant un entretien totalement volé où j'ai tout préparé en anglais et c'était vraiment l'objectif, c'était de pas montrer que je ne parle pas anglais. Ça marchait. Je me suis retrouvé à New York dans une agence de branding. Ça a été très difficile, mais alors voilà, gros challenge et j'ai réussi à m'en sortir. Et 6 mois après, voilà, l'anglais c'était beaucoup plus fluide, facile et c'est vraiment ce que je cherchais avant tout pour derrière trouver du travail plus facilement. On sait très bien que l'anglais c'est un prérequis. Et donc voilà, j'ai fait mes stages à New York pour ça, pour le kiff, honnêtement. Et au passage, c'est là où je suis tombé dans le mobile. J'ai bossé sur mon stage de fin d'études, mon deuxième stage à New York pour une startup, une appli mobile. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur du mobile et j'ai été passionné par les contraintes du mobile, par le fait de créer des interfaces qui doivent s'adapter à un contexte selon là où est l'utilisateur, etc. Et donc j'ai décidé après de ces stages, c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter dans le mobile particulièrement. Tu es le premier designer à avoir intégré Lydia. Comment as-tu réussi à insuffler une culture autour du design ? Ouais, c'est un sujet qui revient souvent. Ça n'a pas été évident car j'étais junior en fait quand je suis arrivé.
Donc j'étais surtout à l'aise sur la partie bout de chaîne d'un projet, à savoir l'UI, ce qui donne un peu une mauvaise vision du designer, du design finalement, à savoir design égale UI, visual, les belles choses, ce qui, on le sait très bien, est loin d'être le cas. Mais voilà, en fait, quand tu es junior, tu arrives dans une boîte, c'est surtout la personne finalement capable de maqueter, tu vois, de matérialiser les choses. Et du coup, tu as cette casquette-là. Mais bon, en fait, chez Dia, on m'a vite fait progresser sur du produit de façon générale, ce qui a permis de renforcer, moi, ma position de designer au sens global, au sens de l'expérience générale du produit. Euh, et du coup, sur l'aspect fonctionnel et pas esthétique. Donc derrière, ça a pu être une évidence que le design était associé avait des bonnes valeurs. Après, j'ai vite aussi compris que les fondateurs étaient sensibles à ça et qu'ils associaient le terme design plutôt à intuitif qu'à joli, tu vois. Et Ouais. donc ça, quand tu as ça, ça dit tout, quoi. Et c'est hyper important de flairer ce genre de choses avant de rejoindre une boîte, selon moi. Les entretiens servent à ça aussi côté candidat, c'est de voir comment est perçu le design et, euh, et la difficulté quand tu dis évolution aussi comment ça a évolué chez Lydia. La difficulté, c'est de maintenir une bonne image, enfin, les bonnes valeurs du design quand l'entreprise elle grossit, quoi, de jour en jour. Aujourd'hui, on onboard plusieurs employés tous les mois, et du coup, il faut refaire le travail d'évangélisation, il faut faire comprendre tout ça. C'est pas évident. Donc, je suis encore en plein dedans, et je cherche des solutions. Mais pour moi, ça passe principalement par prendre la parole un maximum. Moi qui m'occupe par exemple des onboarding, des nouveaux sur la partie produit. Et donc voilà, c'est le moment idéal pour évangéliser autour de ça, sensibiliser. C'est ça, mais voilà, j'aurais plein d'autres exemples à citer sur prendre la parole. Et sinon, c'est aussi quand tu présentes ton travail, c'est voilà, axer ton boulot sur l'UX principalement et pas sur la partie graphique. C'est des détails, mais ça aide derrière à faire comprendre ce qui est les vraies valeurs, l'intérêt du design. Ça fait un moment que tu travailles chez Lydia maintenant et est-ce que tu as pu remarquer, que ce soit chez Lydia ou même dans le monde des startups en général, une évolution des mentalités vis-à-vis justement du côté esthétique du design? Pas vraiment, non, honnêtement, c'est très difficile. Hein. Je parle souvent de Dribble en fait, qui a créé une obsession du beau Ouais. par rapport au fonctionnel. Et donc j'ai l'impression, hein, c'est peut-être faux, mais que les gens recrutent des designers pour faire du dribble. Et donc c'est ça qui crée qui finalement qui aboutit derrière à des produits euh, qui se ressemblent aussi beaucoup, où il y a des trends, mais c'est à la limite ça me dérange pas, mais j'ai l'impression quand même que c'est vite orienté autour du visuel. Donc je suis pas sûr qu'il y ait eu des bonnes progressions, mais voilà, après il y a l'aspect design thinking qui est quand même très à la mode, qui arrive de Californie, on en parle depuis maintenant longtemps. Donc on recrute aussi un designer pour penser le produit et pour créer une bonne expérience. Je pense qu'il y a du bon, mais je sais pas trop comment ça évolue encore. C'est encore un peu tôt, je pense. Ouais, je pense que ça crée aussi des frustrations, même du côté du designer qui finalement n'a pas rejoint le poste pour ces tâches-là. Donc, c'est vrai que c'est Ouais, important c'est de clair. mettre au point ces aspects-là. Et est-ce que justement chez Lydia, vous appliquez le design thinking? Alors, oui, empathie, définition, tout ça, en fait, moi, je m'attarde pas sur les étape par étape sur le flow du design thinking. En fait, je le fais je pense qu'on le fait chez Lydia de façon inconsciente, Ouais. selon le projet aussi, selon qui ça va toucher, selon la criticité de la feature. Selon tout ça, en fait, je vais appuyer une ou plusieurs étapes du fameux Double Diamond, du coup, où on retrouve ces étapes du design thinking. Mais au fond, j'essaye un maximum de travailler de façon naturelle, sans trop de rigidité, de process, etc. J'ai toujours en tête, en fait, moi, mon objectif final. Voilà, qu'on aboutisse à ça. Je veux que ça puisse faire ça. Et j'ai toujours en tête le problème à résoudre, en fait. Et après, les choses se font assez naturellement. J'ai pas de process projet où je dois absolument répondre à chaque étape. Si je dois faire un prototype, bah, euh, c'est selon encore une fois le projet, quoi. Si ça va toucher une large audience, si ça a un fort impact sur une feature qui est hyper importante dans l'app, si ça a un fort impact sur le business model. Mais il n'y aura pas systématiquement un prototype ou des tests, tu vois. Donc oui et Ouais. non, quoi. Le design thinking, on l'a en tête, mais on le fait inconsciemment, je pense. Et en termes de workflow en interne, de fonctionner en sprint? Ouais, alors
pareil, ça c'est assez nouveau. On a grossi énormément assez récemment. On n'avait pas d'organisation par squad, par sprint. Ouais. Donc, au niveau de mon workflow, en tout cas, personnellement, ça a souvent été un beau bordel, quoi. Faut pas se le cacher. Parce qu'en fait, j'ai longtemps été tout seul, moi. Pendant 5 ans, j'étais le seul designer produit, sans PO, sans PM. Et donc, avec les développeurs et le CPO et moi, on endossait en fait à nous tous les responsabilités du product management. Et donc, c'était passionnant, parce que, tu vois, on était vite responsabilisés sur plein de sujets. On était sur toute la chaîne de production. Et t'apprends énormément de choses. Mais comme j'étais seul pendant longtemps et avec beaucoup de projets sur le dos, j'ai vraiment privilégié l'efficacité plutôt que l'organisation. Et donc aujourd'hui, je ramasse un peu, quoi. Il faut que je rattrape le coup au niveau workflow, process, mais j'apprends petit à petit. Et là, j'ai recruté 2 designers moi depuis qui m'aident pas mal sur ces sujets-là, quoi. Et donc ça se met en place petit à petit. Et en termes de workflow général, on a des squads et on a des sprints de 2 semaines et on a des releases app tous les mardis. On commence à processer tout ça, mais avant on n'était pas aussi, c'était pas aussi poussé, quoi. C'était vraiment une petite équipe produit tech et on release quand on est prêt, et sans trop de peur et chargé d'insouciance et très très confiant, quoi. Voilà. Après, c'est ça un peu mon workflow. C'est super intéressant de voir que tu as eu énormément de responsabilités, à la fois sur la partie design et product de façon générale. Est-ce que tu penses que ce sont tes expériences passées qui t'ont permis d'appréhender de cette manière toutes ces responsabilités? C'était finalement assez similaire à l'expérience Lydia, parce que quand je suis arrivé chez Lydia, on était 7, donc c'était plus ou moins similaire. D'accord. Donc c'était un enchaînement assez logique et j'ai appris en fait à gérer des projets mobiles avec les développeurs, avec les contraintes qui vont avec. Je parle de contraintes techniques, etc. Et j'ai évolué voilà grâce à tout ça, quoi. J'ai pu remarquer que les micro-interactions prennent de plus en plus d'ampleur et elles apparaissent également comme un élément différenciateur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, totalement. En fait, c'est un sujet assez cool. Je sais pas si on parle du même. Pour moi, micro-interaction, du coup, c'est des détails, en fait, des petits détails dans l'expérience qui vont la rendre mémorable. Tu t'es aligné Ouais. avec ça? Ouais. Bah, je suis pas, j'aimerais beaucoup avoir du temps, en tout cas, accordé à ça. Je trouve ça tellement important. On dit souvent qu'une bonne UX, euh, une bonne UX, c'est avant tout une expérience transparente, en fait, où on se rend pas trop compte de ce qu'on vient de faire, mais on l'a fait, en fait. Donc ça, je suis assez d'accord, mais c'est quand même cool si tu peux avoir un bon souvenir de ton expérience, en fait. Et c'est souvent, en fait, le petit détail qui va faire la différence. Et c'est un petit détail, en général, nous, chez IA, qu'on ajoute dernière minute. Tiens, en fait, est-ce qu'on pourrait, si on ajoutait ça, à la fin, ça pourrait être sympa. Et à chaque fois, ça fait mouche, quoi. On entend autour de nous les utilisateurs parler de ce petit détail. Et donc là, on a pris conscience de l'importance de ces micro-interactions, de ces petits détails. Et donc, on va commencer vraiment à travailler là-dessus. Pour moi, la référence, c'est Zenly. Zenly, ils sont vraiment dans l'expérience mémorable, dans l'émotionnel. Et en fait, quand tu travailles sur une appli finance, c'est euh, c'est important d'ajouter cette petite partie-là. J'ai 2 exemples pour ça qui sont assez parlants pour Lydia. Donc, tu vois, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quand tu fais un paiement ou quand tu reçois de l'argent, le bruit de la notification, c'est un bruit de pièce. On n'a pas mis un bruit de notification classique. Et ce petit bruit de pièce, en fait, on en entend parler souvent, quoi. À chaque fois, les gens, quand ils parlent de Lydia, ils nous parlent du bruit de la pièce qu'ils adorent. Et donc, tu Ouais. vois, ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté un peu sans trop réfléchir à la va-vite, tu vois. Et finalement, c'est resté. Un autre exemple, c'est quand tu recharges ton compte Lydia pour mettre de l'argent dessus afin de dépenser via Apple Pay ou tout ce que tu veux. Euh, tu as un petit compteur qui s'anime, qui montre que ton compte, il augmente, tu vois. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai ajouté de dernière minute avec les développeurs à côté d'eux. Est-ce que c'est possible pour vous d'ajouter un compteur qui anime le montant? Pas de souci. Et aujourd'hui, pareil, on en parle souvent, quoi. Donc ouais, je compte vraiment investir là-dedans et en parler enfin, j'en parle souvent avec mes équipes design et les équipes techniques pour garder ça en tête.
C'est vrai que c'est super gratifiant, ce sont des interactions vraiment qui vous sont propres. J'en discutais avec des product owners et des designers et le sujet revient souvent. Essaye de concevoir quelque chose à la façon de Lydia qui va vite avec plein d'animations. Après, je trouve qu'on n'en fait pas encore assez, hein, honnêtement. On a des flots très pragmatiques, très fonctionnels, où on va pas souvent sur des terrains plus émotionnels. Donc, on commence à le faire avec notamment le Romain qui est brand designer chez nous, à qui je demande souvent d'injecter de la brand dans le produit avec voilà, des choses un peu émotionnelles. Et donc, ça commence à venir et c'est vrai que c'est gratifiant à voir. On va basculer sur la partie veille. Est-ce que tu aurais des lectures ou des sites à nous recommander d'un point de vue product, design en général? Des sites à recommander. Alors c'est pareil, la veille c'est un bon sujet, euh, mais je pratique pas forcément de veille spécifique graphique. Je lis pas forcément des livres sur le sujet en fait design. Je suis peut-être pas très drôle du coup, mais en gros dès que j'ai du temps de cerveau libre, moi j'essaie vraiment de le dédier à autre chose, aux potes, à la déconne ou à la famille quoi. Mais ça m'arrive de lire parfois un article ou deux. Moi mon meilleur source de veille, c'est la communauté Slack sur The Design Crew, où en fait on a beaucoup d'alumni et même de mentors qui partagent des liens. Donc moi voilà, je regarde ça pour trouver des choses intéressantes à lire. Donc une fois de temps en temps, je vais lire un article. Mais si je veux rebondir sur la veille, enfin le sujet de la veille, moi en fait c'est principalement de tester des apps en fait. Je suis un gros consommateur d'applications. Toutes les apps qui sont featured sur les stores, par exemple, bah, je vais les jeter, quoi. Je vais les tester. Je vais tester l'inscription, je vais analyser la navigation, la hiérarchie des informations, tout ça. Et après, ça arrive souvent que je la supprime. Mais voilà, j'ai testé un peu ce qui se faisait. Et ça m'arrive souvent voilà, de consommer beaucoup d'apps pour rester à jour sur potentiellement ce qui se fait à droite à gauche. Super cool. Est-ce que tu peux nous faire une petite review de la dernière app que tu as testée? Alors ouais, j'en ai testé pas mal. La dernière app que je regarde, c'est je voulais télécharger des avions en fait, prendre des billets d'avion là. J'ai testé Hooper. Je sais pas si tu connais H-O-2-P-E-R. C'est pour en fait trouver les meilleurs. Tu mets une destination et ça te dit, tu mets pas de date, mais ça te dit quand partir pour avoir un bon prix quoi. Voilà, pas rien de surprenant, mais ça fait le café comme certains disent. Donc très cool. Après voilà, j'hésite pas en fait à parcourir le store et un peu cliquer sans trop réfléchir. Et je prends toujours un peu de temps pour tester des apps et après je les supprime. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience en tant que mentor chez The Design Crew? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah alors déjà beaucoup de rencontres, ça paraît évident, mais en fait beaucoup d'élèves, on appelle encore ça des élèves, mais c'est déjà des designers en soi, ou des chefs de projet, ou des développeurs, ou souvent des product managers. En fait, ils ont autant à apporter que nous mentors. Donc c'est beaucoup d'échanges hyper intéressants. Ça m'a permis aussi de recruter, donc j'ai recruté un élève en tant que PO chez Lydia. Déjà ça. Après, moi en tant que mentor, j'ai un peu je partage beaucoup d'expériences liées à mes 5 ans chez Lydia, comment ça se passe concrètement en startup. Donc je suis plus dans l'échange, dans le partage d'expériences plutôt que donner des leçons et faire le professeur. Moi je m'estime pas du tout professeur. Euh, j'ai, au contraire, tu vois, moi souvent je prends la casquette du mauvais élève en fait, qui dit faites pas forcément comme ça, comme les process ils expliquent dans le détail, mais voilà, il faut rester concentré sur la problématique et allez-y quoi. Ça se passe souvent comme ça en vrai, donc j'essaye de partager ça avec les élèves et leur partager un maximum d'expériences que j'ai vécues, Lydia, qui peuvent les aider en fait dans leur prochaine aventure. Quel est le rôle de la data chez Lydia? Est-ce que vous avez souhaité développer cette approche-là? Bah, le rôle de la data, justement, on parlait de workflow, donc c'est vraiment dans mon quotidien. Donc je commence toujours moi ma journée avec un petit check sur Amplitude en fait pour consulter mes récents chartes de performance ou funnels de conversion que j'ai créés sur différentes features et je passe toujours un petit moment pour regarder s'il y a des imprévus. Donc j'investis pas mal de temps dans le tracking et la data analyse. Ça m'aide vraiment à déceler pour moi en tout cas, des frictions ou des problèmes liés à des problèmes du X. En fait, comme je fais assez peu de tests utilisateurs,
parce qu'on a beaucoup de retours de notre entourage. On a souvent des gens qui utilisent Lydia autour de nous, beaucoup de retours au quotidien. Et donc, je suis plus dans une logique où je regarde la data de près pour regarder si mon produit il performe un minimum et il convertit comme il faut. Donc la data, c'est un gros pilier au sein de notre sur la partie design. En tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer avec les designers produits qui nous rejoignent en partageant un process de tracking dès qu'on conçoit une nouvelle feature. Et donc voilà, en fait, bien sûr, on travaille avec des data scientists, mais les data scientists, ils vont faire des choses beaucoup plus complexes en fait que de l'analyse produit. Et donc j'ai réussi à prendre cette casquette un peu d'assurer le tracking de ce qu'on fait sur côté produit, mais avec très bas niveau. Hein. Donc je m'estime très loin data analyst. Je fais des choses très bas niveau. Limite, c'est plus de la curiosité que de la réelle analyse. Mais ça m'aide quand même beaucoup à voir comment le produit est utilisé. Et demain, on va travailler avec un product analyst, pour le coup, qui va m'aider à mettre en place Amplitude de façon beaucoup plus poussée. Et c'est des insights vraiment en or pour comprendre comment ton produit est utilisé et voir à quel point tu t'es planté parfois sur tes interprétations. Tu m'as dit que tu organisé très peu de tests utilisateurs et que tu avais beaucoup de feedback de la part de ton entourage, mais comment tu arrives en fait sur la durée à incorporer de nouvelles features de façon innovante? Déjà, je dis que je fais pas de test parce que beaucoup de mon entourage utilise, c'est clairement une fausse excuse. Hein. Quand je dis que je suis mauvais élève, c'est un peu un bon exemple là, tu vois. C'est très important de faire des tests utilisateurs et j'aimerais énormément en faire davantage. Mais en fait, on a beaucoup de retours au quotidien parce qu'en effet, on a la chance de travailler sur un produit consumer. Donc en fait, je vois tout mon entourage utiliser, tous nos collègues l'utilisent, donc on a souvent des retours. Et donc ça nous suffit déjà à comprendre comment les gens ils aiment ou ils aiment moins le produit. Et derrière, on a beaucoup de retours aussi des utilisateurs qui nous écrivent. Et donc c'est là où on essaie d'innover justement. Grâce à ces retours, on écoute ce qu'ils disent et derrière en fait on essaie de voir comment je peux répondre à son besoin sans forcément faire exactement ce qu'il veut, mais avec une solution qui sera plus pérenne et qui va permettre de proposer d'autres fonctionnalités à ce qu'il demande. Et donc voilà, innover c'est ça finalement, c'est créer des choses dont les gens n'expriment pas le besoin. Et donc on est entre nous et on est avant tout des gros utilisateurs de Lydia et souvent en fait ça arrive qu'on crée des fonctionnalités pour nous. Je pense à la fonctionnalité de changer la source du paiement une fois que tu as fait un paiement. Donc quand tu payes avec ta carte Lydia, tu peux derrière dire en fait je vais débiter cette carte ou ce compte. Bah, ça on l'a clairement fait parce qu'à chaque fois on payait avec notre compte perso Lydia alors qu'on voulait payer avec notre compte joint Lydia. Et donc tu vois ça c'est le genre de feature où finalement on a pas mal innové parce que ça existe pas ailleurs. Et derrière, on est encore en train de faire un peu de savoir comment on peut le communiquer, le marketer, parce que c'est assez complexe quand même à vendre. Ouais, c'est clair. Comment est-ce que tu imagines ton métier dans 5 ou 10 ans? Dans 5 ou 10 ans, le métier de product designer, je pense que déjà, il y aura beaucoup plus de designers produits sur le marché. Et donc, en fait, moi, je vois bien des designers produits finalement qui se spécialisent vraiment dans un domaine où on va devoir parce qu'aujourd'hui en fait je considère que en tant que designer produit je peux travailler plus ou moins potentiellement sur n'importe quel produit digital en tant que designer mais finalement ça paraît fou quoi de se dire ça et donc je pense qu'à terme on pourra pas traiter n'importe quel produit avec une interface, il faudra se spécialiser dans un domaine. J'ai pas d'exemple mais ça peut être justement le transactionnel, la finance, le paiement, ou alors la sécurité, ou plutôt des domaines plus larges peut-être, je sais pas. Mais sinon, je parlais de ça il y a pas longtemps aussi avec un élève justement, que je crois pas mal au rôle hybride du designer avec le rôle de PM/PO. En fait, comme j'ai longtemps pris la casquette de PO avec les devs chez Lydia, ça fait vraiment sens pour moi, en tout cas dans mon quotidien, d'avoir cette double casquette designer PO pour vraiment assurer des projets de bout en bout. Et quand quand tu parcours toute la chaîne, en fait,
t'atteins forcément il y a moins d'incompréhension, il y a moins de conflits et c'est assez gratifiant de mener le projet de la conception, trouver quel projet faire déjà, quelle feature, où la mettre dans l'application, bien la concevoir, derrière la communiquer en interne, la présenter, rédiger toi-même tes specs produits, derrière proposer toi-même une release note pour les utilisateurs, etc. En fait, c'est vraiment de bout en bout. Et donc ça fait vraiment sens et je crois pas mal à potentiellement ce rôle hybride designer PO/PM et inversement du coup aussi les PO/PM qui pourraient empiéter sur la partie design. Ouais, je vois très bien. Je sais pas si c'est ce que je souhaite à fond, mais moi ça me parle pas mal. Ouais, je te rejoins tout à fait. Le product manager va élaborer les specs avec le product designer. C'est vraiment un travail commun en duo. Et du coup, le spec du product designer s'élargit énormément. Notamment quand tu parlais de l'aspect analytics, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé de la part des startups. Et je pense que c'est parce qu'on s'aperçoit au bout du compte que les designers aiment bien maqueter, mais ils aiment bien aussi savoir la réelle portée de leur travail. Et du coup, ça se traduit par des chiffres, savoir en fait quel a été l'impact, est-ce que ça a converti ou pas quand il s'agit d'une page web, est-ce qu'on a plus de rétention quand il s'agit d'une application, etc. Totalement, ouais. Il peut aussi y avoir des product designers, data oriented, je sais pas, ça veut rien dire, mais en effet, qui vont pas empiéter sur le data analyst, mais avoir clairement une méthodologie qui est purement centrée data. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Lydia pour pas sortir des projets un peu comme on veut, mais vraiment se fier à ce qui se passe sur la production pour nous orienter en fait. Plus tôt dans l'interview, tu évoquais Dribble et l'aspect purement visuel. Comment on arrive aujourd'hui à mettre en évidence ces compétences UX au sein d'un portfolio, sachant que la plupart des gens vont vraiment se référer à la typographie, au branding, à tous ces aspects-là, même si évidemment on peut mettre en avant au travers du parcours utilisateur, mais je trouve que c'est pas encore quelque chose qui est suffisamment entré dans les mœurs. Alors déjà, point important, je pense à dire, c'est que j'ai pas fait de portfolio depuis 5 ans, donc je suis pas forcément expert là-dessus, mais pour autant j'en ai consulté énormément récemment, donc je pense que je peux quand même répondre sur le sujet. J'ai recruté 2 designers et aussi 3 PO. D'ailleurs, je me demandais pourquoi les PO n'auraient pas de portfolio finalement. J'ai trouvé ça génial quand j'ai vu des PO postuler avec des portfolios parce que voilà, un PO il faut autant de produits qu'un designer et qu'il expose aussi ses produits, sur quoi il a travaillé, quelles étaient les étapes sur lesquelles il a principalement été actif. Et donc voilà, c'est juste une parenthèse. Je pense à ça parce que le fait d'avoir recruté les PO, c'était une belle surprise de voir des portfolios. Après, au niveau du portfolio en lui-même, mettre ses compétences en avant, c'est vrai que c'est très délicat parce qu'on a le choix de quoi afficher. Donc, en tant que recruteur, moi, je prends énormément de recul sur le contenu. Je me fie pas forcément à ce qui est affiché. Par contre, un bon moyen de mettre ses compétences en avant, en fait, c'est tout simplement l'UX du site en question, du site en lui-même. Moi, je regarde pas mal quelle est ma facilité de naviguer sur ce site. Est-ce que j'ai accès à l'information qui m'importe assez rapidement? Est-ce que il met pas des choses trop futiles en avant, qui du coup potentiellement dit qu'il ferait pareil sur un produit et donc il n'arrive pas forcément à faire le ménage. Et donc ça, finalement c'est le site en lui-même que je regarde principalement en tant que côté recruteur du coup. Donc ça peut donner des conseils, mais pour moi le l'UX c'est le meilleur moyen de marquer le coup au premier coup d'œil. Après aussi j'ai vu autre chose. J'aime beaucoup quand les candidats sur leur site ils exposent des choses qui n'ont pas forcément marché et qui expliquent pourquoi ça n'a pas marché. Et ça je trouve ça, enfin c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant à la lecture. Et ça balance en fait avec justement du contenu où tout est parfait, tout est beau, tout a bien marché et on n'y croit pas trop, tu vois. Donc moi, si demain je devais faire un portfolio, j'aimerais bien un jour en refaire un. Je parlerais davantage de choses auxquelles j'ai dû me confronter, qui n'ont pas marché, qui m'ont permis de rebondir sur d'autres choses, quoi. Dans ce cas de figure où en fait c'est une personne qui a son propre site dans lequel il va héberger en fait tous ses travaux, on peut effectivement inspecter un peu la navigation, mais s'il s'agit en fait d'héberger ses travaux plutôt sur un Behance ou un Dribbble, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue UX.
Bah alors, je prends encore une fois beaucoup de recul sur les BNs et les dribbles. Je parcours ça très rapidement. Pour moi, c'est un moyen de voir si la personne a un œil assez avisé graphiquement. Et encore, c'est encore biaisé parce que voilà, il y a tellement de trends qu'on peut copier, qu'on peut prendre à droite à gauche, que je valide du coup au premier coup d'œil. Ça permet peut-être au candidat de pouvoir aller décrocher à l'entretien pour le job. Mais derrière, c'est surtout dans le test technique que je veux voir comment il performe. Et le dribble et le BN, je prends énormément de recul là-dessus. Mais après, c'est peut-être pas, enfin, c'est peut-être que moi qui fais ça. Il y en a aussi qui développent énormément ce qu'ils ont conçu sur dribble. Et c'est peut-être ça. Je le vois rarement, mais parfois ils expliquent leur process et ça fait sens. C'est aussi cool le dribble pour faire de la veille graphique. Je remets pas du tout le produit en question. C'est juste que point de vue produit, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, mais ça m'étonne surtout qu'il n'y ait pas encore de standard par rapport au portfolio UX. C'est encore un sujet en suspens, quoi. La question de la fin, quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design? Bah alors, ouais, justement, on en parlait. Euh, Même si je disais au début, l'aspect graphique, visuel, en fait, il représente un faible pourcentage de notre quotidien en tant que designer. Parce que moi, en fait, j'estime que je travaille principalement sur l'UX et sur comment je vais implémenter cette feature et comment je vais l'amener, comment elle va se dérouler. Et en fait, de plus en plus, on cherche à industrialiser en fait la conception d'interface avec des UI kits, des design systems, etc. Du coup, finalement, on passe beaucoup moins de temps sur l'UI. On essaie de pas trop brider la créativité non plus, mais on industrialise finalement l'UI. Mais même si ça représente une petite partie de notre travail, pour débuter en design, l'aspect graphique, il est quand même primordial, quoi. C'est un prérequis. Et donc, pour débuter, ça se travaille, mais c'est indispensable, c'est des bases en graphisme, en typographie, en hiérarchie d'information, etc. Et ça, je pense que c'est assez dur à avoir du jour au lendemain. Donc c'est là où il faut mettre l'accent, je pense. Après, l'expérience niveau UX, bon sens produit, moi, j'ai pas appris ça à l'école, quoi. J'ai appris ça en mettant la main dans le produit, en concevant un produit pendant mes stages. Et donc ça vient avec le temps, je pense. Mais là où ça peut être difficile, c'est sur l'aspect visuel finalement quand même. Après, parce que j'ai pas parlé j'ai pas abordé finalement l'école, mais pour moi l'école c'est avant tout acquérir des fondamentaux, assimiler les enjeux qu'il y a derrière le design en général, tu vois, la mission en tant que designer pour l'être humain, pour aider son quotidien. Le directeur de l'école justement, il est assez engagé là-dedans, quoi, et calé sur le sujet, sur l'aspect éthique, humain. Et du coup, tout ça se reflète beaucoup dans la formation de l'école et dans l'école de design et dans les projets aussi. Et donc, je fais une parenthèse, mais ouais, l'école de design, en fait, pour moi, ça m'a permis de développer cet œil graphique pour tout de suite voir s'il y a quelque chose qui cloche et qui va gêner l'expérience en termes de lisibilité ou en termes d'esthétique. Le produit va pas être aussi élégant qu'il devrait l'être. Et donc ça, pour moi, l'école, ça a permis d'acquérir cette partie-là. Et donc, du jour au lendemain, si on veut débuter dans le design, c'est difficile sans ces 5 ans où vraiment on fait que ça et du coup, on développe cet œil graphique, mais aussi la créativité. Il faut pour moi, l'école aussi te permet de développer un maximum ta créativité. Et cette créativité, aujourd'hui, elle me sert à trouver rapidement des solutions, à des problèmes. Et aussi d'aller chercher des concepts un poil plus innovants que ce qu'on pourrait faire en temps normal. Et donc ça, c'est aussi 50 projets un peu tordus dans tous les sens à l'école de design, où on va vraiment dans des visions très utopiques, futuristes, avec des choses assez larges qui permettent de créer une certaine créativité qui se retrouve finalement dans mon quotidien, même si je fais des produits très fonctionnels. Cette créativité me permet d'être plus efficace. Donc quand tu débutes, pour moi, c'est les deux trucs qui peuvent être difficiles. C'est l'aspect créatif et l'aspect graphique. Et sinon, un conseil
pour donner un conseil pour débuter dans le design, c'est se passionner pour les gens, comme je disais un peu en introduction, chercher à comprendre comment ils réfléchissent. Moi, ça m'obstine. Je pense pas que tous les designers sont d'accord avec moi et qu'il faut pas à tout prix chercher à se mettre à la place de l'utilisateur. C'est pas forcément la bonne solution. Mais moi, j'ai quand même ça en moi. Et voilà, je cherche à savoir comment ils manipulent les produits. Donc, c'est ce que je pourrais donner en conseil. C'est vraiment ça, chercher à comprendre l'humain. Et par exemple, dans le métro, ça me fait penser à ça. Dans le métro, je passe mon temps à regarder comment les gens utilisent leur téléphone. Parfois, je vois que ça galère, que ça fait des swipes, que ça marche pas, alors que l'interaction, elle devrait se faire comme ça. Enfin, elle est comme ça, et en fait, l'utilisateur, il l'a pas vu. Et ça me permet de mettre le doigt sur des choses où c'est vrai que les utilisateurs, ils n'ont pas conscience de certaines choses. Moi, sur Lydia, on a fait une navigation en haut pour casser les codes. Et en fait, je réalise que quand je vois les gens utiliser Lydia, et personne utilise le swipe pour passer d'une table à l'autre. Du coup, en fait, je vois tout le monde galérer à chercher la table, la navigation tout en haut. Et donc, c'est intéressant, je trouve, de regarder les gens au quotidien. Un jour, j'ai même vu quelqu'un faire un Lydia sous mes yeux dans un escalator. Et là, c'est le Graal, honnêtement. Ça fait vraiment plaisir. En plus, je crois qu'il avait galéré à faire ce qu'il voulait. Donc là, tu te sens un peu con, mais t'as qu'une envie, c'est de foncer au bureau et de travailler sur ce flow en question pour l'améliorer. Donc voilà, en conseil, pas très original, mais j'ai envie de dire curieux, quoi. Être un maximum curieux, c'est le critère numéro 1 c'est mon critère numéro 1 quand je recrute quelqu'un. Tu parles beaucoup d'empathie et c'est vrai que je te rejoins sur ce point puisqu'en fait c'est l'élément fondamental à mes yeux dans le design, c'est de comprendre en fait l'interlocuteur, le user en face de toi et de pouvoir t'adapter en fait à son usage. Totalement. Voilà. Encore une fois, c'est juste quelque chose que j'ai en tête, cet aspect science cognitive, mais je pense que c'est à développer et j'ai l'impression que ça m'aide vraiment dans mon quotidien à faire les bons choix parce qu'on se base souvent sur des intuitions quand on fait du produit. Faut pas se le cacher, quoi. On fait pas tous de la user research. On n'a pas tous des user researchers à disposition et du coup on se base parfois sur nos intuitions et moi ça me rassure de savoir que je m'intéresse à l'humain et à savoir comment il interagit pour un maximum créer de la valeur. Yes, bah écoute, merci beaucoup Félix pour cette interview. Avec plaisir d'échanger davantage sur ces sujets-là à l'occasion. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast.